Bonsoir à tous. Voilà la mésange. Vous voyez, c'est des petits peluches de la LPO pour sensibiliser à la protection des oiseaux. Et chaque peluche correspond à un oiseau chanteur avec le chant qui a été enregistré de l'oiseau. Oui. Voilà, ça fait le petit générique. Donc, donc maintenant, j'ai fait le live, j'ai démarré le live sur la page Facebook Électroculture au lieu du groupe. Voilà, ça change une fois pour voir. Donc, il y a déjà une personne. Donc, on va attendre un peu que tout le monde est là. Donc, mettez un commentaire ou quelque chose. Donc, je vois que vous êtes déjà à 3. Donc, mettez peut-être... Ah oui, Oksana. Bonsoir Oksana ou bonjour où tu es en Équateur. Ça fait plaisir. Voilà. Ben, pendant que vous arrivez, qu'on a un petit groupe, je vais déjà répondre à une question. Il y avait une personne qui me demandait comment mon petit outil fonctionnait. Ah, bonsoir, merveilleuse Françoise. Donc, l'outil pour faire les spirales. Donc, je vais le prendre là. Voilà, par exemple, c'était ce petit outil que j'avais, on va dire, créé. Donc, c'est deux planchettes. Vous voyez, deux planches. Avec l'épaisseur, entre les deux, il y a l'épaisseur d'un fil de fer galvanisé. Ah, Oksana nous dit en Équateur, il fait 14h38. Ah, c'est naturellement. Ben, j'ai un ami qui est passé là et il va pour 4 mois en Argentine. Donc là, tout bientôt. En Argentine, c'est pas tout près de l'Équateur, mais c'est plus près d'ici en tout cas. Voilà, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Donc, je vais déjà répondre à cette question hein, donc de cette plaquette, comment ça fonctionne. Donc, comme ça, vous pouvez le revoir ou fabriquer ça vous-même. Donc, comment je fais? Je prends une pince, vous voyez? Une pince pointue. Et alors, j'ai fait un trou là, vous voyez? Donc là. Et je prends le fil, un fil de cuivre, hein, vous voyez? Un rouleau comme vous achetez au bricot. Et alors, je fais un petit coin comme ça. Voilà, ça c'est juste pour plus facilement pouvoir l'attraper. Et après, là, je le glisse comme ça. Vous voyez, je le glisse. Vous voyez. J'ai fait une fente là d'un côté. Et l'autre côté, il n'y a pas de fente, il y a juste un trou. Donc, j'ai fait une fente, je glisse. Et après, là, je l'attrape. Ouais, c'est un peu du bricolage, hein, Après, vous verrez, il y a plus facile, beaucoup mieux. Mais... Donc, vous voyez, je l'attrape là, vous voyez, avec la pince de l'autre côté. Vous voyez. Et après, je serre le tout. Vous voyez, voilà. Je serre le tout avec mes mains ou on peut avec les vis normalement. Voilà. Et après, je tourne. Voilà, je tourne comme ça. J'ai tourné un peu trop, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Après là, je l'ai fait à la va-vite. Après, c'est un peu embêtant pour me sortir. Là, j'ai un peu forcé, je l'ai pas bien tenu. Donc là, on est déjà à plusieurs. Donc, bonsoir Florent, bonsoir Dragan Markov. Je pense Dragan Markov, c'est un Italien qui participe là. Il y a un sacré groupe en Italie qui est en train de se créer autour de l'électroculture. Voilà,
Il est un peu coincé parce que j'ai un peu forcé, vous voyez. C'est pas grave. Voilà. Et après, vous voyez, j'ai une spirale comme ça, plate. Après. Mais celle-là, elle a été forcée. Alors, vous voyez, elle n'est pas bien. C'est aussi que mon outil, il n'est pas à la bonne distance. Alors, les fils se superposent. Mais c'est un peu comme un yo-yo. Vous voyez, un yo-yo, ben, si vous enfilez le fil comme ça, ben, vous avez bien plate. Hein. Et alors, il suffit de faire comme ça, vous voyez. Hein, vous avez une spirale plate. Oui, il vous suffit de faire comme ça. Et vous avez la... Après, là, j'ai fait vraiment à va-vite à l'arrache, hein, mais normalement, ça réussit bien quand même. Hein. Voilà, vous voyez la spirale. Voilà. Et après, vous pouvez dénuder les fils, faire plus grand, plus petit. Voilà. Donc voilà, ça répond à la question comment faire une spirale avec cette petite outil. Ça fonctionnerait mieux si c'est en alu, bien rigide, parce que là c'est en bois, alors ça plie un peu et il y a un peu trop de jeu, on va dire. Hein. Mais c'est un outil pratique. Hein. J'en ai fait des centaines avec ça. Hein. Ah, même peut-être 1000. Hein. Maintenant, un autre outil tout simple, ça c'est un Italien qui fait. Donc vous voyez, ça c'est ça. C'est un cône. Ça c'est encore plus... Si on veut faire une spirale en 3 dimensions, c'est encore plus simple, hein, vous voyez. Donc là, comment vous faites? Donc avec ça, j'ai fait cette spirale. Hein, vous voyez, c'est si on la met dessus, vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, disons que je l'ai faite avec ça. Hein. Mais comment on fait? Ben, on prend de nouveau le fil. Il y a un petit trou là. On met dedans. Voilà. Et après, on l'enroule tout simplement, vous voyez. On l'enroule. Oui, c'est tout simple. Donc, si vous voulez le plan de ce cône, il est disponible hein, sur Internet dans un format qui est utilisé pour les imprimantes en 3 dimensions, les imprimantes 3D. Donc, je peux retrouver le lien. Hein, c'est un Italien, je ne me rappelle plus de son prénom. Ben, je me demande est-ce que qui sait s'il est là, qui se manifeste, qui a créé ça, ce petit outil. Et il est vraiment très pratique. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, voilà. Et je coupe. Voilà. Vous voyez, vous avez là le cône avec la spirale. Et après, il suffit, hop, de défaire. Et automatiquement, ça se défait complètement. Et vous avez la spirale. Vous voyez. Tout simple. Hein. Donc ça va aussi très très vite. Hein. Et après, vous dénudez si vous voulez le petit bout et l'autre bout. Donc l'énergie rentre là et ressort là. Hein. Voilà. Et donc là, ça rejoint le travail de Luigi Ghina, dont on avait déjà parlé dans les 2 lives précédents. Et par exemple, là, vous voyez, il y a Benvenigu, c'est un autre Italien. Il avait eu l'idée de faire ce genre de choses. C'est 2 spirales, vous voyez là, hein, 2 spirales. Donc une qui capte l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, et l'autre qui capte l'énergie de la Terre. Hein. Et après, les 2 énergies, ils se rejoignent là. Et après, c'est conduit par la tige au pot. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai un pot là d'un aloe vera. Ben, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, si vous voulez aider l'aloe vera, ben, vous pouvez mettre là comme ça, ben, vous voyez, là,
Voilà. Vous pouvez mettre au pied d'une plante. Après, vous pourriez faire ça à vos semis aussi. Hein. C'est un test à faire. Donc là, je vais commencer à faire des petits semis. Je vais faire ça, je vais essayer. Voilà. Après, ça, c'est joli, c'est bien à petite échelle pour s'amuser, on va dire. Hein. C'est pas pour l'agriculture à grande échelle, bien qu'on peut inventer aussi des systèmes. Hein. C'est à réfléchir. Hein. Voilà. Donc, ah oui, ce qui est important, je vais mettre là. Ce qui est important, c'est que les spirales vont toujours en sens horaire depuis le centre vers l'extérieur. Hein. Donc, vous voyez que c'est toujours en sens horaire. Luigi Guina, il faisait aller ça toujours en sens horaire. Hein. Il disait que l'énergie, il fonctionne comme ça. Dans la nature, vous voyez aussi que les escargots sont toujours en sens horaire. C'est très rare de trouver un escargot, une coquille d'escargot qui est dans l'autre sens. Ah, on va un peu citer tout le monde qui nous a rejoints. Donc, bonsoir Florent, bonsoir Nicole, bonsoir Roland. Donc, Roland, c'est un agriculteur de Belgique qui a participé un jour au stage en Belgique. Bonsoir Raphaël, bonsoir Kinof Ambre, bonsoir Eric, bonsoir Isabelle, bonsoir Henri. Ah, Henri, lui aussi, c'est un homme très intéressant. Lui, il travaille sur conception d'une serre en pyramide avec qu'on pourrait monter en kit, hein, ou qu'on pourrait se procurer en kit et le monter chez soi, mais des grandes pyramides, par exemple 5-6 mètres de côté, et fait en structure métallique galvanisée, qui est facile à assembler, un peu comme quand on fait du placo, hein, vous voyez, où on a des rails, des systèmes comme ça. Henri, il travaille sur une conception comme ça, et ça a l'air vraiment très intéressant. Et après, vous pouvez... Donc, la pyramide est extrêmement solide, du coup, et après, vous pouvez la recouvrir d'une bâche plastique, si vous voulez, hein, d'un plastique transparent pour faire serre, ou vous pouvez mettre des polycarbonates isolés, c'est encore mieux. Autant faire ça, parce qu'alors, vous pouvez l'utiliser en hiver aussi. Parce que si vous mettez une simple feuille plastique, ça ne va pas isoler assez en hiver. Mais si vous mettez des polycarbonates avec de l'air, hein, donc si vous voyez ce que je veux dire, les plaques épaisses là, ça existe moins épais aussi, ça existe différentes épaisseurs. C'est facile à travailler, à découper et à monter. Après, on peut aussi mettre du verre, hein, pour ceux qui veulent vraiment investir plus. Mais c'est vraiment, je pense que son projet a de l'avenir. Mais voilà, il y travaille. Et pour ceux que ça intéresse, on peut peut-être déjà acheter des kits, hein, mais il faut un peu bricoler soi-même. Ouais, donc bonsoir Henri, bonsoir Younes, bonsoir Baptiste. Ah, je vois qu'il y a des nouveaux. Voilà, si vous avez des questions, je vais commencer à lire les questions et à vous répondre aux questions. Donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a déjà des questions? L'importance à l'endroit ou au lieu où l'on dispose de la pyramide pour dynamiser. Oui, donc Raphaël pose la question de l'importance de l'endroit ou du lieu où on dispose de la pyramide pour dynamiser. Il est clair que l'endroit peut jouer beaucoup. Maintenant, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus et de connaissances là-dessus, mais par exemple, dans des expériences autour de génération d'électricité dans une pyramide, ils ont par exemple fait des petits circuits avec des spirales de ce genre. Par exemple, ils mettent une spirale comme ça au-dessus de la pyramide, une comme ça en dessous, et après ils relient les deux avec un petit condensateur ou quelque chose comme ça. Ils ont remarqué que la pyramide générait peut-être vraiment plusieurs fois plus d'électricité quand la pyramide était disposée à des endroits bien précis dans un champ, par exemple sur des croisements géobiologiques
ou des sources, ou des veines, ou des cheminées cosmotelluriques. On n'a pas encore assez de connaissances, mais il a été remarqué que l'endroit jouait énormément sur l'effet de la pyramide. Donc, je considère aussi que pour les plantes, pareil, parce qu'on voit quand même que les résultats sont assez disparates, assez étendus de beaucoup de résultats jusqu'à peu de résultats ou parfois pas de résultats en fonction des expériences et des gens, des endroits, de plein de facteurs. Hein. Et le facteur endroit, lieu, joue sûrement. Hein. Donc voilà, donc ça c'est à explorer. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas encore vraiment un outil de mesure direct de cette énergie pyramide, on va dire. Donc, du coup, on y va en tâtonnant, ou géobiologiquement, ou sensitivement. On va le poser où on pense que c'est le mieux. Hein. Maintenant, ça ne doit pas empêcher de l'utiliser, parce que même si vous ne le mettez pas au bon endroit, il y aura quand même des effets. Hein. Et ça fonctionnera aussi quand même. C'est juste qu'il y a des endroits où ça fonctionnera encore mieux. Voilà. Hein, donc, c'est à explorer. Donc, moi, pour ça, je conseille simplement de suivre ses intuitions. Et en général, on est toujours euh, au plus proche de l'optimum. Hein. Il faut apprendre à suivre ses intuitions. Et après, quand on arrive à mesurer, souvent, on découvre que on a bien fait de suivre ses intuitions. Bonsoir Baptiste. Donc Henri dit comme un mécano. Ah oui, donc c'est par rapport à son kit pyramide. Donc je parle d'un grand kit hein, pour faire des pyramides de 5-6 mètres en structure acier galvanisé. Ça s'assemble comme un mécano. Hein. Je vous invite aussi à aller voir sa page Facebook où il a des images de son prototype dans son jardin. Hein, où il le mettra peut-être le lien dans les commentaires. Hein. Henri, je t'invite à mettre le lien de ta pyramide ou une photo dans les commentaires si ça peut se partager. Et comme ça, on découvre ta pyramide. Hein. Voilà. Donc, d'autres questions? Est-ce que j'en ai loupé? Non. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques autres questions ou revenir aux spirales. Donc, Luigi Guina, il disait que les spirales comme ça capte l'énergie tellurique de la Terre et les spirales comme ça, dans ce sens-là, ils captent l'énergie cosmique. Donc là, j'ai revérifié. Donc, j'ai mis dans mon potager au pied d'un lupin déjà depuis 1 an une spirale comme ça, simplement dans ce sens-là, énergie cosmique. Et j'ai vu que le lupin, déjà, il pousse plus vite que les autres. Et il devient assez grand quand même, plus grand que les autres, l'année passée en tout cas. Et il y avait beaucoup plus de fleurs. Donc c'est un peu logique, quand il y a plus d'énergie cosmique, en général, ça fait plus de fleurs. Donc voilà. Si on fait les deux, alors là, ce sera une énergie plus équilibrée. Vous voyez, on va augmenter l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, ce qui est bien. Donc, ça va bénéficier bénéficier à la plante et à la fertilité de façon équilibrée. On peut aussi imaginer de faire des grandes spirales comme ça. Par exemple, Luigi Guina, il faisait des très grandes, de presque 1 mètre de diamètre, pour réduire les effets des tremblements de terre, les dégâts et les vibrations des tremblements de terre. Parce que ça rejoint un peu les travaux de Matteo Tavera aussi, c'est qu'il dit que les tensions, disons que sur Terre, il y a des tensions qui s'accumulent dans l'atmosphère et il faut qu'il y ait une communication entre les deux pour soulager ces tensions. Et s'il n'y a pas ces antennes, après, une plante est une antenne, un animal est une antenne, un humain est une antenne, on est tous des antennes, hein, si on n'est pas déconnecté.
on parle déconnecté, pas du réseau 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, hein, mais déconnecté de la nature, on va dire, ou de notre intuition, de nos énergies naturelles. Alors, on communique ces énergies. Donc, disons, communique, c'est le mot vraiment qu'on fait communier, on fait rejoindre ces deux énergies, du ciel et de la terre. Et ça réduit les tensions. Ça réduit. Donc, après, il y a beaucoup moins de catastrophes climatiques, de tremblements de terre, tout ça, parce que tout ça, c'est atténué. Vous voyez? Et donc, on voit bien les problèmes qu'il y a dans le monde, hein, les tensions, c'est beaucoup, par exemple au Moyen-Orient, où il y a plus de forêt là-bas, ou très peu. Ah si, il y a des grands pays comme en Iran où il y a de très grandes forêts, mais sinon, c'est quand même assez désertique. Hein. Voilà, on voit un peu les tendances dans le monde où les zones stressées ou les zones de guerre, les zones de tension, souvent c'est où il y a un manque de communication entre le ciel et la terre et inversement. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir de ça, mais ça rejoint les travaux de plein d'autres chercheurs alternatifs. Je ne parle pas de la recherche officielle parce qu'ils ne sont pas du tout conscients de tout ça. Hein, mais dans la recherche alternative, ça rejoint les travaux aussi de Wilhelm Reich, ça rejoint les travaux de Matteo Tavera, les découvertes de Matteo Tavera, hein, de beaucoup. Ah, bonsoir Stéphane Dumortier. Je pense que lui, il s'occupe beaucoup de tout ce qui est eau, traitement de l'eau, hein, qualité de l'eau. Pour ceux qui s'y intéressent, peuvent le contacter aussi. Bonsoir Stéphane, bonsoir Patmus, bonsoir Jean-Michel Diaz. Ah, Oksana pose une question. As-tu connaissance d'expériences réalisées en bord de mer dans le sable directement? Ici, nous avions déjà semé des tomates et des poivrons en apportant des déchets organiques, mais le résultat n'est pas très probant. Ah oui, donc Oksana, elle vit vraiment en bord de mer. Donc, quasiment sur la plage sableuse, hein, tu me corriges si je me trompe, et elle adore le jardin. Donc, vous voyez la difficulté entre vivre sur une plage de sable et faire le jardin. Et donc, ouais, on peut tout à fait faire l'électroculture dans le sable. Hein. Un de mes meilleures réussites, c'était par exemple chez Alain Panlou, le maraîcher près de Angers. Et lui, son terrain, c'est quasiment du sable. Hein. C'est principalement du sable et donc très séchant en été et très peu de matière organique, très pauvre, on va dire, hein, par définition. Parce que c'est un sable qui est diamagnétique, hein, c'est pas des sables d'origine volcanique avec des roches volcaniques très paramagnétiques, parce que ça c'est l'inverse, ça c'est très fertile par contre. Mais les sables diamagnétiques, où il y a souvent beaucoup de quartz, qui sont souvent un peu jaunes comme ça, hein, ils sont souvent très pauvres, hein, et souvent les plantes poussent pas très bien là-dedans. En mettant de l'électroculture, les plantes poussent nettement mieux. Hein. Ah oui, ça c'est clair. J'ai déjà vu des rhubarbes géantes, par exemple chez Alain Panlou, et des carottes de plus d'1 kilo dans ce sable. Hein. Voilà. Donc c'est tout à fait possible et ça montre aussi que toute la théorie sur la fertilité qu'on nous apprend par rapport à dans le sable, ça pousse pas bien à cause de ci, à cause de ça, que simplement en apportant un peu de magnétisme, on voit que ça pousse très bien. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait possible, hein, Oksana. Je te conseille déjà de mettre des petites antennes magnétiques, donc avec le fil de fer galvanisé enterré dans le sable et tu plantes là-dessus carrément. Hein, donc ça doit être nord-sud, c'est simplement un fil de fer galvanisé et l'antenne magnétique, c'est simplement des aimants
hein, que j'ai mis en cylindre, on va dire que j'ai enrobé de cire d'abeille et je glisse le fil de fer dans les aimants. Et ça va conduire le champ magnétique de ces aimants sur tout le fil. Et le fil et les aimants vont agir comme une antenne, on va dire, avec le champ magnétique terrestre. Et donc, ça va transmettre toutes ces vibrations. C'est un peu comme la radio qui va capter la radio qui est émise. Là, ça va, on va dire, capter radio-terre. Voilà. Là, ça va capter radio-terre et amplifier les énergies terrestres, les énergies magnétiques localement. Voilà. Et les plantes, en général, ils poussent nettement mieux. C'est tout simple. Donc, après, tu peux aussi dynamiser les semences sous pyramide et tu peux aussi ajouter du basalte. En Équateur, il y a des volcans. Donc, tu peux aller au pied de ces volcans, prendre de leurs cendres ou de leurs roches ou broyer ou du sable de ces volcans qui est souvent paramagnétique. Alors, naturellement, si on a un appareil de mesure, on peut le mesurer parce qu'il y en a qui le seront plus ou moins. Mais tu peux prendre de ces roches, hein, ou par exemple, il y a sûrement des terres au pied des volcans qui sont réputées très très fertiles en Équateur. Bah, tu peux prendre un peu de leur terre et tu mélanges ça à ton sable sur ta plage. Et tu verras, ça poussera nettement mieux. Hein. Et je connais un Africain du Cameroun. Donc aussi, pareil, ils posent des questions. Ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens à investir. Et ils s'inspirent de tout ce que je dis. Et alors, ils ont été carrément sur le volcan du Cameroun. Il y a aussi un volcan là-bas. Ils ont été prendre de la roche et ils l'ont transporté des kilomètres et des kilomètres vers leur potager. Et ils m'ont confirmé que effectivement, ça pousse beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Hein, donc voilà, donc ils ont fait avec les moyens du bord. Et quelque part, la nature nous le montre. Il nous le montre. On voit bien que sur les volcans, ça pousse nettement mieux dans le monde entier. Alors, il y a qu'à voir en Indonésie, il y a des terres super fertiles, il y a plein de volcans. Il y a qu'à aller à La Réunion, par exemple. En Équateur aussi, il y a des terres super fertiles près des volcans. Donc, il y en a dans le monde entier. Le volcanisme est une façon que la Terre a trouvée pour fertiliser la Terre entière. Hein. C'est avec les cendres qui tombent tous les ans de toutes les éruptions volcaniques. C'est dispersé sur le monde entier et ça retombe sur Terre et ça fertilise les terres. Maintenant, ça, c'est un processus qui prend des milliers d'années, on va dire. Hein. Mais localement, c'est pas des milliers d'années, hein, si on habite vraiment près des volcans. Et, euh, et après, il y a aussi le fait que ouais, donc et après, il y a aussi tous les fleuves qui prennent leur source au pied des volcans ou dans les zones volcaniques et qui ramènent des alluvions, des particules paramagnétiques et qui vont inonder les plaines et fertiliser comme ça les plaines entières. Hein. Euh, les fleuves, les grandes civilisations comme en Égypte ancienne, antique et en France aussi, c'est au pied de deux grands fleuves. Il y a le Nil qui prend ses sources aussi dans des régions volcaniques. Et en France, il y a la Loire qui prend ses sources aussi au pied de l'Auvergne, etc., des régions volcaniques ou de terres volcaniques. Hein. Donc, vous voyez, il y a une certaine logique. Hein. Les fleuves qui ne prennent pas leurs sources dans ces zones-là, ben, ils sont pas, il n'y a pas eu forcément des grandes civilisations qui sont construites autour parce que l'agriculture était moins prospère, on va dire. Intéressant ce que tu dis. Oui. Ouais, donc en Équateur, il y a pas mal de tremblements de terre. Hein. C'est une zone à risque. Ah, bonsoir Marie. Bonsoir Nicolas.
Ah, Nicolas Boussardon dit, y a-t-il un avantage au sol ferreux? Ah, chez moi, c'est aussi assez riche en fer. Euh, Par rapport à l'électroculture, je peux pas vraiment dire s'il y a un avantage parce que ben, on voit bien qu'en mettant l'électroculture en plus, on a beaucoup plus de résultats. Et le sol ferreux en soi n'est pas forcément fertile, donc ça montre que c'est pas. La nature nous montre que c'est pas forcément un avantage. Maintenant, quand on a du sol, par exemple, on prend un pot de fleurs et on met des clous dedans, des morceaux de fer, en général, ça marche. Mais c'est pas du fer comme il y a dans le sol. Hein, c'est pas des mini-particules, non, c'est des clous, c'est des tiges, des morceaux. Donc, des morceaux et tout, ça va agir comme une antenne. C'est un peu comme l'antenne magnétique que je vous ai montré là. Ça va agir comme une antenne. Bah, par exemple, euh, bah, imaginez votre radio. Bah, votre radio, vous écoutez, je sais pas moi, je vous déconseille hein, France Inter ou quoi, il faut pas écouter, c'est que de la propagande avec ces gouvernements actuels, mais vous écoutez, je sais pas, de la belle musique classique ancienne ou la musique que vous aimez, hein, ou de la musique en 432 Hz, c'est encore mieux, hein, mais il n'y a pas trop de radio comme ça. Ah, bien que je pense qu'il y avait un gars, il avait inventé la radio 432 Hz, mais je ne sais pas s'il est encore là ou s'il existe encore, mais c'est à faire en tout cas. Ben, la radio, ben, vous prenez l'antenne, hein, on va prendre un fil. On va dire, voilà, c'est le fil, c'est l'antenne de la radio. Hein. Ben, mettez ce fil, mais en boule, un morceau de fer. Ah, c'est la même matière, mais ça ne fonctionnera pas, vous captez pas. Vous voyez, parce que la forme joue, ou la longueur joue aussi, pour capter certaines fréquences, certaines ondes. Et là, en électroculture, c'est la forme, on va dire. Hein, c'est le fait que c'est long et mince. Et dirigé nord-sud par rapport au champ magnétique terrestre. Vous voyez, c'est pas dans d'autres directions, mais nord-sud, champ magnétique terrestre. Et alors là, ça fonctionne. Vous voyez, vous prenez n'importe quel bout de ferraille, vous le mettez nord-sud. Petit à petit, il va se magnétiser avec le champ magnétique terrestre naturellement, et les plantes vont pousser mieux autour et dessus. Voilà. On le voit bien dans les anciennes fermes, ou les fermes où il y a beaucoup de ferraille, il y a toujours bien un coin où ils jettent leur ferraille. Et là, il y a énormément de mauvaises herbes, et là, les orties deviennent de 2 mètres de haut, vous voyez. Et un peu plus loin, ils sont à 1 mètre de haut, 1,50 m, ou même pas 1 mètre, vous voyez, mais où il y a la ferraille, ah ben là, ça pousse à travers les machines et tout, et ça fait 2 mètres de haut. Ouais. Donc ça se voit. Donc vous voyez, quand on observe, ah, bonsoir Hervé. Quand on observe, on le voit tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est quand on ne le sait pas, ben, on ne le voit pas. C'est bête et pourtant c'est devant nos yeux. Hein, je me rappelle, moi, quand j'étais adolescent, j'aimais bien faire le jardin. Je voulais faire des parterres de fleurs chez mes parents autour de la ferme. Et il y avait un endroit justement où ils étaient toute la ferraille, les bouts de fil de clôture, plein de bazar. Et j'ai tout nettoyé ça parce que je me dis, là, je vais mettre des fleurs, ça va super bien pousser parce que quand je vois les mauvaises herbes, là, comme ça pousse, ça a l'air d'être très fertile. J'ai tout nettoyé et après, ça poussait pas plus qu'ailleurs, vous voyez. Mais c'est parce que j'avais enlevé toute la ferraille, vous voyez. Ah, mais ça, j'ai compris que 10 ans après, vous voyez, c'était quand j'avais 15 ans. C'est que quand j'avais 25 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à l'électroculture, que j'ai compris ça. Hein, donc c'est intéressant aussi parce que chaque expérience dans notre vie, même les plus petites comme ça, même si sur le moment ça a l'air décevant, hein, parce que moi j'étais déçu que ça poussait pas tellement bien là, ben après ça nous fait une leçon. Après on apprend et parfois on apprend la leçon que des années après en y réfléchissant. Hein, c'est vraiment intéressant. Voilà, voilà. Donc, bonsoir Rasqual, bonsoir Andrea, Donnelly.
Ouais, lui, Andrea, il est encore toujours super motivé, hein. Il y a encore quelques mois, il connaissait pas l'existence de l'électroculture et là, il n'y a pas une semaine qui passe qu'il poste ses nouvelles expériences dans son jardin. Ah, il m'épate, il m'épate. Bonsoir Sma, bonsoir donc Sma. Comment puis appliquer cela à mon potager? Je fais de la permaculture. Oui, ah oui. Donc pour les permaculteurs et l'agriculture en général. Tout à l'heure, je parlais des volcans et de la façon que la Terre a de fertiliser les terres mondialement par le volcanisme, par les retombées des cendres, par les alluvions, des inondations, des fleuves, etc. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'au fil des décennies, au fil des labours, de la maltraitance des sols, de l'érosion surtout, hein, imaginons on laboure et après, tout de suite après, il y a des grosses pluies, ben, il y a toute la terre, hein, toutes les particules fines, justement, les cendres volcaniques, c'est des particules fines, vous voyez, ben, tout ça s'est érodé. Alors au fil des années, tout ça, ça a disparu. Ah, tout ça s'est reparti vers la mer, à travers les rivières, etc. Ben, les terres sont devenues infertiles. Vous voyez, ils sont infertiles pas que euh, ah, mon hypothèse, c'est principalement à cause de ça. C'est que les particules de fertilité naturelle issues du volcanisme, ben, ils ont été érodés, ils ont disparu. Et, euh, et donc là, on peut faire de la permaculture, stimuler la vie de toutes ces façons. Mais si on abandonne le terrain, en très peu de temps, tout ce qu'on aura fait sera servi à pas grand-chose et ça redeviendra un désert. Pourquoi? Parce que les énergies sont pas là. Je fais un peu la caricature, hein. Si on met un arbre, l'arbre amène aussi des énergies et tout. S'il y a plus de vie, ça amène aussi, par les effets antennes des organismes vivants, ça amène aussi des énergies, hein. Mais caricaturellement parlant, on va dire que la vie, et il n'y a pas les forces magnétiques pour stimuler la vie localement. Donc, du coup, ben, elle va mourir plus facilement, il y en aura de moins en moins peut-être, s'il y a des catastrophes ou d'autres choses. Et alors, on peut attendre des milliers d'années qu'il y ait à nouveau un volcan qui explose et qui réensemence le sol avec ses cendres volcaniques, ou on peut aider la nature un peu, ce processus en prenant des roches issues de mines sur d'anciens volcans, hein, ou de sable, ou des alluvions, ou des cendres, et de les pendre sur ces terres. Et alors, tout de suite, on va stimuler les forces de la vie, et tout de suite, la vie va réapparaître. On voit que tout de suite, ben, il y a beaucoup plus de vers de terre, beaucoup plus de matière organique, et vous voyez, tout ça sans apporter de la matière organique, simplement en apportant des roches paramagnétiques, vous voyez, ou des roches issues des volcans. Hein. Parce que je parle beaucoup du paramagnétisme, parce que ça c'est mesurable, mais il y a peut-être encore un tas d'autres facteurs qu'on ne comprend pas tout, hein, qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais qui ont aussi une influence considérable. C'est vraiment énergétique, subtil. Et donc, du coup, on peut comme ça énormément augmenter la fertilité en apportant des poudres de roche ou même des sables de roche issus des volcans. Et durablement, c'est pas comme un engrais où il faut acheter tous les ans et qui va déséquilibrer le sol, etc. Excusez-moi. Ah, je viens de manger. Voilà. Désolé. Oui, donc ça crée une fertilité vraiment durable. Et alors là, il faut naturellement faire attention à ne pas refaire la même erreur comme dans l'agriculture conventionnelle. Il ne faut pas éroder les sols, il faut la garder naturellement couvert, faire qu'il n'y a pas d'érosion avec les pluies, etc., etc. Donc, pour maintenir cette fertilité, maintenir ces particules fertiles dans le sol. Parce que c'est un peu comme des mini-antennes. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est que les particules de basalte, basalte, c'est une roche volcanique, hein, ou de lave, hein, ben, ils agissent comme des mini-antennes, vous voyez. Ça peut comme le fil avec l'aimant, là, mais c'est tout des mini-antennes. On va dire que le fil et l'aimant, c'est un peu l'antenne relais, et après,
le basalte et toutes ces particules, c'est les mini-antennes qui vont capter le champ magnétique terrestre. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions, hein. Tu en as fait des petits, c'est très bien, Stéphane. Tu en as fait des petits. Ah, j'en ai deux, des petits. Une de 4 ans et une de 18 mois. Ils sont très actifs, je dois dire. C'est pas de ces petits-là que tu parles, je suppose. Mais voilà, c'est pour nos enfants. Quand on a des enfants, qu'on les aime, ben, on veut faire au mieux, hein, pour eux et leur avenir. Et la terre, hein, c'est comme notre maison, hein, la terre, donc autant pour en prendre soin. Après, la terre nous survivra, ça n'y a pas de souci. C'est surtout pour l'humanité, pour nous et pour voilà, les animaux qu'on aime, pour tout le monde, hein, qu'on veut en prendre soin. Ok, merci. Il va falloir que je cherche le matériel par ici. Bah oui, tu trouveras. Bah, par exemple, en aimant, tu peux simplement prendre des petits aimants, des récupérations, si vraiment on veut faire avec les moyens du bord, hein, on peut, c'est ce qu'ils ont fait en Afrique d'ailleurs, certains de mes contacts, on peut prendre des petits aimants, même ceux qu'il y a sur les réfrigérateurs ou dans les haut-parleurs, hein. Donc tout ce qui est hi-fi, haut-parleurs, les petits qui sont jetés dans les déchetteries ou n'importe, vous pouvez, ou même dans les moteurs, il y a plein d'aimants dans les moteurs aussi, parfois, ou dans plein de matériel électroménager, il y a des aimants dedans, il y en a partout des aimants. Hein, on peut tout récupérer ça et utiliser ça. Il suffit de bien aligner nord-sud les aimants. Ah oui, pour illustrer ça aussi. L'histoire du fil, ça rejoint aussi une découverte, une observation qui a été faite en Allemagne dans les années 20-30. C'est que les rails des chemins de fer, quand ils étaient placés nord-sud, ben, ils devaient traiter 2 fois plus d'herbicides que quand les rails étaient dans d'autres directions. Vous voyez? Hein, donc ça, c'est écrit dans un livre sur l'électroculture, un livre allemand, où il parle de cette observation. Et donc ça a donné, après, suite à ça, à cette observation, ça a donné des techniques d'électroculture, ben, où on enterre les fils nord-sud, hein, comme j'en parle. Maintenant, en France, ils n'ont pas découvert ça par les rails. En France, c'est, je pense, Justin Christoflo qui a découvert ça. Peut-être aussi par les rails, je ne sais pas si il le dit, ça il dit pas, ou, hein, mais on va dire que cette technique où on met les fils nord-sud, ça apparaît en premier dans les livres de Justin Christoflo. Hein. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les rails des chemins de fer, après, il y a le ballast ou les pierres qui sont mis entre. Et le pierre, c'est quoi en général? Du basalte. Vous voyez, parce que c'est une roche très dure. Et alors, ils utilisaient ça pour poser les rails dessus. Et justement, quand les trains passent, les vibrations et tout, ça fait que ces pierres, ils cassent ou qu'ils deviennent, une partie devient poudre. Hein. Il y a des particules qui se relâchent. Et du coup, ça fertilise encore plus. Et vous voyez, ils ont fait vraiment de l'électroculture sans le savoir. Et quand c'est nord-sud, ils devaient traiter beaucoup plus d'herbicides. Et que s'ils voulaient, s'ils avaient des connaissances d'électroculture, parce qu'ils ne veulent pas que les plantes poussent sur les rails, hein, ils auraient pu choisir des roches qui sont diamagnétiques, hein, comme le sable, là, chez Oksana, sur la plage, parce que là, les plantes, ils ne poussent pas trop là-dessus. Ils n'aiment pas trop. Et ils auraient pu choisir du fer, faire des alliages de fer pour les rails, pour qu'ils deviennent diamagnétiques aussi, comme le cuivre, par exemple. Hein, ou l'inox. Par exemple, l'inox, vous mettez un aimant contre, il n'adhère pas. Vous voyez, il n'est pas attiré. Pourtant, c'est du fer aussi. Mais c'est un autre alliage, il y a des éléments en plus ou la cristallisation. Après, je ne suis pas spécialiste de la sidérurgie, mais
c'est une autre façon de travailler, de faire le fer qui fait qu'il devient amagnétique. Voilà. Andrea pose la question. Il dit bonsoir à tous les camarades d'électroculture. Électro-camarades. C'est marrant. Ouais. Stéphane, eau dynamisée et électroculture. Oui, ah ben, naturellement, hein, l'eau, c'est primordial et c'est tout un sujet. Naturellement, lui, il peut aussi bien en parler. Dans les années entre 2001 et 2007, je me suis beaucoup occupé de l'eau et je vendais des appareils de traitement électromagnétique de l'eau et de dynamisation de l'eau. Et je peux vous dire que ça, c'est très, très efficace en agriculture. Hein. Je vendais ça à des maraîchers, dans des serres, dans des serres high-tech comme il y a en Belgique, en Bretagne, aux Pays-Bas. Il y en a aussi de plus en plus qui font ça, hein, mais aussi à notre niveau, dans notre potager, on peut aussi faire attention à ça. Pour revenir à la question d'Oksana en bord de mer, il y a un avantage en bord de mer, c'est la mer. Et la mer, vous prenez, quand vous allez en vacances à la mer, prenez quelques litres d'eau de mer, parce que dans l'eau de mer, vous avez tous les oligo-éléments. Et vous diluez ça 1/250e et vous pulvérisez vos plantes avec, ou votre sol. Et ça va apporter tous les oligo-éléments. S'il y en a un qui manque, il l'aura. Voilà. Mais il faut vraiment beaucoup diluer. Hein. Il faut surtout pas donner pur, sinon il y a trop de sel et alors c'est toxique. Mais très dilué, c'est vraiment très très bénéfique aussi pour les plantes, hein, et la fertilité. Hein. Et c'est gratuit. Hein. Voilà, il suffit de prendre un gobelet ou une bouteille, hein, et de la remplir. Et donc avec 1 litre, vous voyez, si vous avez une bouteille d'eau, vous êtes à la mer et vous la videz, vous la buvez entièrement, après vous la remplissez d'eau de mer, vous la ramenez, vous pouvez faire 250 litres. Avec 1 litre, vous faites 250 litres d'un fertilisant miraculeux, on va dire. Vous voyez, c'est très intéressant. Et il y en a qui font ça, hein, j'ai même connu, ça c'est un peu rigolo, mais un rosieriste dans le sud, et lui il avait acheté des bouteilles d'eau de mer, mais il savait pas que c'était de l'eau de mer, c'était un gars, il vendait ça sous le nom de S machin 94 ou quelque chose, un code comme ça. Et mais en réalité c'était de l'eau de mer. Et alors il avait mis ça en plus dans sa solution nutritive des roses. C'était des roses cultivées en hors-sol, dans une serre, des roses à couper. Et ces roses, ils ont commencé à pousser vraiment super bien. Et alors, il s'est dit, ça c'est super. Alors, il a arrêté tous ces engrais classiques qu'il mettait, d'azote, de différentes choses, et il a voulu mettre ce produit, cette eau de mer pure, parce qu'il est un peu, il n'était pas au courant et il n'avait pas la connaissance qu'il fallait surtout pas donner ça pure, qu'il fallait rester dans des doses infinitésimales pour que ça fonctionne. Et alors là, catastrophe, il a quasiment presque tué toutes ces plantes. C'était vraiment, ils étaient au bord de la mort, ils étaient devenus tout jaunâtres, ça poussait plus, parce que c'était, vraiment, il avait vraiment mis beaucoup, beaucoup trop. Et alors là, il m'a appelé, parce que moi, souvent, je suis un peu comme le pompier. On m'appelle, les agriculteurs, ils m'appellent quand vraiment il y a un gros problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre avec toutes leurs techniques classiques. Et alors là, il m'appelle et alors je constate les dégâts, le problème. Et alors lui, il est prêt à tenter quelque chose pour éviter de devoir tout arracher et de tout replanter. Disons, en dernier ressort, il me laisse la chance de tester quelque chose, on va dire. Et alors là, moi, je lui conseille de la musique. Et certaines musiques, certaines fréquences. Et alors, on a fait ça et ça a sauvé toutes ces roses. Et après, ils sont redevenus tout bien verts et ils sont devenus, il y avait des tiges de plus de 1 mètre de haut, que d'habitude, c'est 60, 80 cm, vous voyez. C'était impressionnant. Donc, j'ai pu résoudre, à sauver toute sa culture avec de la musique.
Naturellement, on a aussi adapté la solution nutritive, l'eau. On a naturellement enlevé cette eau de mer parce qu'on en avait beaucoup trop. Et on a, j'ai mis de la musique pour rebooster, réharmoniser, remettre ça dans le droit chemin, on va dire. Et ça a très très bien fonctionné. La musique est vraiment un outil aussi très puissant d'harmonisation, on va dire. Après, c'est un peu plus complexe que ça, ce que j'ai fait, mais c'est avec la musique. Bonsoir Christian. Les forêts utilisent l'électricité pour faire pousser les plantes. Les forêts, tu veux dire les forêts utilisent... Oui, bah oui, les plantes, il y a des courants électriques dans les plantes. Si maintenant on fait... Imaginez, vous avez une plante. Ouais, comment dire, j'ai pas une grande plante ici. Ouais, j'ai une aloe vera, mais c'est un peu spécial. Bah, je vais prendre l'aloe vera là. Ah, ça, c'est un petit là que j'ai qui est un peu sec là. Mais imaginez, voilà, vous avez une petite feuille là. Mais imaginez, c'est une grande plante. Ben, un arbre, si vous connectez avec un fil la pointe, la cime avec la base, avec un fil de cuivre par exemple, ben, ça fait un court-circuit. Et alors l'électricité ne va pas passer à travers la plante, mais va passer de la terre jusqu'à l'extrémité. Et alors la plante, l'arbre peut même mourir. Vous voyez? Donc ça prouve bien que c'est un phénomène électrique aussi, la croissance d'un arbre, et que les arbres utilisent l'électricité pour pousser. Et inversement, ils en génèrent beaucoup aussi de l'électricité, parce que disons qu'il y a environ 100 volts tous les mètres de hauteur. Donc imaginez, vous avez un arbre de 30 mètres, bah, ça fait 30 fois 100 volts. Il a 3000 volts, lui, à la pointe. Là. Vous voyez, il a 3000 volts. Actuellement, c'est très peu d'ampérage. Je pense que c'est des micro-ampères, c'est vraiment très peu d'ampérage, mais c'est un gros voltage et ça influence très fort la croissance de l'arbre. Et la sève, elle monte par électroosmose, principalement par électroosmose, parce que quand on fait un court-circuit, alors on amène le 0 volt de la terre à la cime où il y a normalement 3000 volts, par exemple. Ben, alors c'est 0 volt. Alors ça coupe. C'est un peu comme si vous faites un court-circuit sur votre machine électrique, ben, ça s'arrête. Ben, imaginez-vous aussi votre cœur, le fonctionnement même d'un corps d'un animal est un peu pareil. Il y a aussi des circuits électriques naturels. Et si on va disjoncter ça, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si ça va fonctionner tout à fait de travers. Voilà. Donc, oui, les forêts, c'est des gigantesques centrales électriques. On pourrait voir ça comme ça aussi. Et d'ailleurs, avec les Wi-Fi, les ondes, ça va suroxyder. Et ça peut aussi faire mourir les arbres. Justement. Et justement, souvent les plus grands arbres en premier. Justement, les plus anciens, les plus grands, les plus beaux, ils en souffrent énormément. C'est une catastrophe d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait une photo près de chez moi, à 1 kilomètre. Il y a une antenne relais et il y a un vieux chêne à côté, tout mort. Bon. Il y a plus de feuilles, il est vraiment tout mort, c'est devenu un cadavre. Mais il est encore là, ils l'ont pas encore coupé. Et un jour, ils le couperont. Mais j'ai fait des photos parce que ça illustre vraiment bien la problématique. On voit l'antenne relais à côté et un chêne tout mort. Vous voyez. On n'en voit pas ailleurs des chênes morts comme ça. C'est vraiment à côté de l'antenne. Donc, la probabilité, imaginons, il y a 100 chaînes ou 1000 chaînes sur un kilomètre carré, là, ou dans le paysage qu'on voit. Et celui qui est mort, il est juste à côté de l'antenne. Donc, il ne faut pas me dire que ces antennes, c'est inoffensif. C'est vraiment... J'ai vu aussi, près de l'autoroute, près de chez moi, ça à 1 heure d'ici, il y a carrément
des fils à haute tension, une antenne relais et l'autoroute. Et à côté, là, il y a des bâtiments. Ah, donc en dessous des fils à haute tension, bâtiments de la gendarmerie. Donc où les gendarmes sont logés, leur logement de fonction, qui leur est proposé par l'État. Et ils vivent là-dedans. Vous voyez, ils peuvent pas avoir les idées claires là-dedans, c'est impossible, ils vont tomber malades. Ils devraient eux-mêmes porter plainte contre l'État, vous voyez. C'est que vraiment, ils ont été sélectionnés. C'est un essai à grandeur nature de l'État. Et ils prennent leurs gendarmes, leurs soldats comme cobayes. Ça a toujours été, souvent, ils prennent les soldats comme cobayes. Les gendarmes, c'est des soldats, hein, c'est l'armée. Donc, vous voyez, c'est quand même très grave. Et eux, après, ils doivent donner l'exemple et contrôler la population. C'est catastrophique. Stéphane Dumortier parle de son site par rapport à l'énergie. Tu peux mettre le lien de ton site, hein, si tu veux, comme ça on découvre, Stéphane. Un documentaire à regarder, et l'intelligence des arbres. Oui, il y a un très beau livre aussi, hein, là-dessus. Oui. L'intelligence des arbres, oui, des antennes. Ouais. Donc je lis un peu vos commentaires pour voir s'il y a une question. Alors je vous réponds. Ah, Marie a souci de connexion. Ouais. Elle habite aussi en campagne. En campagne, on n'est pas toujours gâté avec la connexion Internet, mais on a plus de connexion naturelle, on va dire. Peux-tu nous parler des tours irlandaises? Oui, Jean-Michel Diaz, bonsoir. Oui, les tours irlandaises, on en parle beaucoup en ce moment, hein. Moi, en général, je suis mes baguettes de sourcier et je les mets sur. Je demande simplement où c'est le mieux de poser la tour pour augmenter la vitalité, fertilité du terrain, par exemple, ou du potager ou du champ. Et alors, il va m'indiquer un endroit et je le pose là. Voilà. En général, j'ai remarqué, c'est sur des veines d'eau. Ouais, où il y a de l'eau, une faille ou quelque chose en dessous. Ouais, en général. C'est sûr que si on met l'antenne, la tour ronde paramagnétique sur un lieu particulier comme ça, un endroit vraiment précis, c'est comme la pyramide aussi, ça fonctionnera nettement mieux que si on le met n'importe où. Hein. Maintenant, même en mettant n'importe où, ça fonctionne aussi. Hein. Simplement que si on le met à ces endroits particuliers, ça augmente encore l'effet. Hein. Pourquoi je dis que si on met n'importe où, ça fonctionne aussi, c'est parce que il y a eu des essais en pot avec des mini-tours. Hein, vous voyez, des toutes petites tours, aussi grands qu'un rouleau de papier toilette, vous voyez. Et après, ils ont semé des radis autour pour voir et comparer à un témoin. Et ils ont vu des résultats. Donc, vous voyez que là, ils n'ont pas fait attention spécialement à l'emplacement et ils ont vu des effets. Maintenant, il y a encore une part de mystère autour du fonctionnement de ces tours. Hein. Même l'inventeur ou le découvreur Phil Callahan, il émet aussi un tas d'hypothèses. Hein. Il ne comprend pas non plus 100%. Mais il comprend beaucoup de choses et il nous partage dans ses livres, comme le livre La vie magnétique de l'agriculture. Il partage ses vues là-dessus et il a aussi développé un appareil de mesure. Si jamais il y a des électroniciens entre vous qui veulent faire des expériences avec moi, il y a par exemple cet appareil de mesure de Phil Callahan qui serait à refaire. C'est tout simple. Il prend comme de la laine, ou la laine de mouton, mais encore vierge, qui n'a pas été nettoyée. Et là, il met un fil de cuivre dedans, en zigzag comme ça. Et après ça, il relie à un oscilloscope. Et quand il met cette plaque de laine, on va dire, ou de bout de tissu, on va dire, et il trempe ça dans l'eau de mer. Et après, quand il met ça sur un objet, il peut capter les ondes de surface que cet objet capte de l'environnement.
Et c'est comme ça qu'il a pu détecter les ondes ou les fréquences qu'une tour ronde capte. Mais en réalité, tout bâtiment, même une pierre pourrait capter. Et avec cet appareil, il peut capter, il peut vérifier quelle fréquence capte l'objet et optimiser. Et comme ça, on pourrait optimiser les tours ou vérifier qu'elles fonctionnent bien. Vous voyez, donc ça permet de faire plus de recherches et d'améliorer la technique. On peut augmenter la puissance peut-être, on peut mesurer la puissance peut-être en changeant de place la tour. Et donc, et c'est comme ça qu'il a pu vérifier ces hypothèses aussi. Hein. Donc ça, c'est le brevet, la technique de cette antenne est tout simple et décrit dans ses livres et dans son brevet. Hein. Donc, s'il y a des électroniciens d'entre vous qui veulent expérimenter ça avec moi, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est un projet que j'ai qui pourrait aider beaucoup pour mieux comprendre le fonctionnement de ces tours. Parce que les tours aussi, à l'origine, les tours en Irlande, ils étaient comme accordés. Un peu comme en musique, on accorde son instrument de musique. Ben, les tours, il y avait une ouverture dans la tour, parce que la tour était creuse en réalité, que ceux que moi je fais, ils sont remplis de basalte, ils ne sont pas creuses. Hein. Mais la tour en Irlande, les tours qu'il y a en Irlande, c'était des tours de 20-30 mètres de haut. Ils sont faits de granit paramagnétique tout autour, et à l'intérieur, c'est creux. Et après, il y a comme une fenêtre, une ouverture. Mais sur une tour, ce sera 10 mètres de haut, l'autre 5 mètres de haut, l'autre à un autre endroit. C'est un peu comme si c'est comme une flûte. On a des trous. C'est comme pour accorder le son. Et après, à l'intérieur, c'est rempli de terre jusqu'à une certaine hauteur. Et dans chaque tour, c'est un peu différent aussi. Donc, on pense que Phil Callahan, il est convaincu par ces mesures que ça a été rempli de terre pour comme accorder la tour, pour capter certaines fréquences, pour augmenter l'effet. C'est un peu comme une antenne. Il faut que l'antenne soit à une certaine longueur pour être optimisée, on va dire, pour capter mieux certaines fréquences. Ben là, c'est un peu le même principe. Maintenant, on n'est pas encore là, nous, à notre niveau, à optimiser ça. Maintenant, on le fait, on va dire, à l'intuition. Mais on a quand même des résultats. Hein. On a quand même des résultats. Mais on peut sûrement augmenter, améliorer les résultats en faisant ça. Donc, il faut habiter quelque part à côté de la mer. On habite où on veut, où on se sent bien, je dirais. Hein. Et où on peut aussi. Hein. Tu vends tes antennes. Oui, je vends. Je dis souvent pour rire, c'est comme on dit, si on veut si quelqu'un a faim, on lui apprend à pêcher. Comme ça, au lieu de lui donner le poisson directement, on peut partager le poisson aussi, hein, mais on peut lui apprendre à pêcher, c'est encore mieux. Et après, moi, je dis, mais s'il a besoin d'une canne à pêche, bah, il peut aussi lui apprendre à fabriquer sa propre canne à pêche, mais il peut aussi en trouver dans ma boutique. Voilà. C'est pour rire, mais voilà, pour l'électroculture, pareil, ben moi, je vous partage toutes mes connaissances autour de l'électroculture, tout ce que j'accumule au fil des années, les témoignages, les partages, connaissances, parce que je veux que ça se développe. Ça me ferait plaisir si le jour où je quitte la Terre, bah que au moins j'aurais apporté ma petite pierre sur Terre et que ça se développe. Hein. C'est une des petites pierres, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi, ou qu'il y en a d'autres aussi. Hein. Mais chacun, on a des choses à faire, je pense. Et je suis très content et fier de ça que j'aide à développer l'électroculture, dont je suis devenu un peu un spécialiste, pas intentionnellement au début, hein, c'est simplement que ça me passionne et petit à petit, au fil des années, ben, on accumule le savoir, les connaissances, on continue ses recherches, on les partage et un jour, on se lève et on se rend compte qu'on est
ben, on est un des seuls à faire ça. Et voilà, et comme ça, ben, on devient comme un spécialiste, mais demain, il y en aura d'autres aussi, hein. Il y a par exemple Loïc qui développe aussi, qui est aussi passionné par le sujet. On va dire, si tous les passionnés, si les spécialistes sortent des passionnés, ben, c'est très bien. C'est pas comme dans d'autres domaines, souvent, où il y a des scientifiques qui sont spécialistes, mais qui ne sont pas du tout, pas toujours passionnés de leur sujet, hein. C'est quand même beaucoup mieux quand on est passionné. Je pense qu'on découvre beaucoup plus et c'est plus intéressant, hein. Mais voilà, c'est comme avec la musique et les plantes, pareil, j'ai aussi commencé ça et après je me suis retrouvé un des seuls spécialistes dans le monde de ça. Non, c'est pas, j'ai pas fait exprès, on va dire, hein. C'est comme ça. On est tous quelque part spécialistes en nous-mêmes, hein. Voilà. Et dans ce quand on se passionne d'un sujet, forcément, on en devient spécialiste parce qu'on va creuser, on va apprendre, on va apprendre, on va apprendre et on va faire que apprendre. Et donc, du coup, on aura beaucoup de choses à partager. Tu vois, donc ça m'intéresse de faire des tests avec mon dynamiseur. Bah oui, très bien. Euh, voilà, je pense. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Parce que là, je peux pas tout voir tous les commentaires. Mais n'hésitez pas à rajouter vos commentaires, à poser vos questions. Ah, chat est très intéressant et chat fera des petits. Ah bah très bien. Bonsoir Louis. J'avais fait un peu une petite liste des questions de la semaine. Ah, pour revenir à la semaine passée, on avait parlé d'une plante qui fonctionne très bien contre les limaces. Ben là, il y a une plante, donc je trouvais pas le nom la semaine passée. Ben là, c'est le laurier palme ou le laurier cerise. Donc on trouve beaucoup comme arbuste dans les haies, il y en a partout. Ben, c'est très toxique et ça fonctionne super bien contre les limaces. Vous prenez quelques feuilles, vous les déchirez juste comme ça, vous verrez, ça a une odeur très particulière et vous mettez ça simplement autour de votre plant de salade, par exemple, ou de potiron, de plants à protéger, ou de courgettes, et vous verrez, les limaces ne l'attaqueront pas. Hein, c'est vraiment, ça fonctionne super bien. Et ça, c'est un maraîcher qui m'avait partagé cette astuce, euh, qui avait découvert ça un peu par hasard. C'est qu'il avait broyé cette plante et il avait mis ça dans ses buts ou dans ses parterres de plantation. Et il avait remarqué que les limaces, bah, au lieu d'être attirées dans les vers, hop, ils partaient. Vraiment, ils s'éloignaient, ils ne supportent pas, ils n'aiment pas. Et je peux vous confirmer ça, j'ai vu ça aussi. C'est que les limaces, bah, ils s'en éloignent tout simplement, ils n'aiment pas du tout ça. Hein. Voilà. Vous avez vu la semaine passée, suite au live, j'ai beaucoup parlé des coquilles d'escargot, du travail d'Iguina, et il y a une personne qui a mis un témoignage, donc il a observé dans son jardin où il y a des jonquilles, et on voit que les tiges des jonquilles sont beaucoup plus grosses à les feuilles, près de coquilles d'escargot qui étaient là par hasard que les tiges des jonquilles qui sont un peu plus loin. Donc, vous voyez, quand avant on aurait passé à côté, on n'aurait même pas vu ça. On n'aurait même pas remarqué la différence ou le lien. Et là, une fois qu'on a une connaissance, qu'on a pris connaissance d'un savoir, après on peut plus revenir en arrière. Après, on le voit. Après, on le sait. Après, on peut pas dire je ne sais pas. Après, on le voit forcément. Hein. Et après, on peut regarder la nature, la même nature qui nous entourait tous les jours, on la voit tout à fait différemment. Hein. Vous voyez, pourtant c'est la même nature. Hein, l'électroculture, c'est ça aussi, c'est que dès qu'on prend conscience de tous ces phénomènes électriques, magnétiques, donc dès qu'on prend conscience de tous ces phénomènes électriques, magnétiques, énergétiques, ça ouvre l'esprit. Après, la nature est encore plus riche. Elle l'est, hein, mais on ne la voyait pas comme ça avant, et alors on voit beaucoup plus de choses.
Donc, expérience, témoignage. Ah, je disais aussi, la semaine passée, quand il y a une situation ou une maladie, par exemple, qui apparaît dans sa culture, il ne faut pas trop se focaliser sur la maladie ou le lieu où apparaît cette maladie. Mais il faut surtout aller regarder où ça se passe bien, où il n'y a pas la maladie, où il n'y a pas de problème de cette maladie. Et alors on voit, on peut trouver les raisons et on peut trouver des solutions. Parce que moi, je suis convaincu que toutes les solutions sont à portée de main et ils nous sont montrés par la nature toujours devant nous. On les a, c'est simplement qu'il faut apprendre à les voir. Vous voyez? Si on se focalise sur le problème et qu'après on court à la jardinerie ou à monsieur jardinage pour demander conseil, euh, lui, il n'est pas sur place. En réalité, ici encore moins que vous. Hein. Le mieux, votre meilleur conseil, c'est votre propre terrain, c'est votre propre jardin, votre, votre conseil, c'est la nature qui vous entoure. Elle vous conseille tous les jours et elle vous montre les solutions. Un exemple. Un exemple, les coquilles d'escargot. Ben, si moi, j'avais pas vu ça au pied d'un arbre, j'aurais jamais et que j'aurais pas eu certaines connaissances de biodynamie et tout, ben j'aurais jamais fait le lien avec l'effet antenne de la coquille d'escargot. Et j'aurais jamais compris non plus les travaux de Luigi Guida avec ses spirales, par exemple. Vous voyez, parce que tout ça, c'est lié. Ben, un autre exemple, au début de semaine, la semaine passée, j'ai beaucoup travaillé au jardin et dehors et avec la terre. Et la terre ici, elle est très argileuse et les mains ou la peau est vite desséchée. Ça assèche la peau vraiment. Et alors là, j'avais vraiment la peau bien abîmée sur mes mains, au-dessus, vraiment asséchée. Et alors, je demandais à mon épouse, ah, est-ce que tu as pas une crème? Ou ma fille, elle dit, ah, il faut prendre la crème à maman pour mettre sur tes mains et tout. Moi, je dis, ouais, ouais, mais la crème à maman, elle coûte cher, la crème. C'est pas la crème meilleur marché, c'est une très bonne qualité de crème, mais je me voyais pas des petits tubes à mettre plein de crème, vous voyez. Euh, et donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve une autre solution. Et je me rappelais, l'année passée, j'avais mis mes mains dans une solution ou quelque part, et ça rendait mes mains toutes douces, vraiment hydratées, toutes douces. Et après, je trouvais plus ce que c'était et je réfléchissais. Et après, ça m'est revenu, c'est que j'avais fait une fermentation lactique, une lactofermentation de céréales en biodynamie de mon beau-père. Hein, donc mon beau-père, il est agriculteur, il fait des céréales en biodynamie, il fait la farine aussi, et, euh, et il m'en donne aussi pour nourrir les poules. Et je m'étais beaucoup intéressé aussi, hein, un peu intéressé aussi à la fermentation, aux solutions fermentées ou aux micro-organismes pour les plantes et pour la fertilité. Et alors, j'avais fait une solution de céréales. Donc, je prends un volume, imaginons, on prend un volume, un verre de céréales, et après, on le remplit d'eau. Et à l'abri de l'air, à une température 20-25 degrés, ben, ça fera une fermentation. Et 2 jours après, j'ai fait ça dans un seau, hein, 2 jours après, vous avez une solution vraiment de fermenter, euh, très très bon pour fertiliser. Hein, vous diluez naturellement, hein, vous diluez un dixième par exemple, vous arrosez vos plantes avec, ou le sol, et vraiment ça, ça apporte beaucoup de vie dans le sol, ça améliore beaucoup la fertilité, la vie. Et quand j'avais plongé mes mains là-dedans, j'avais remarqué que mes mains devenaient toutes douces. Et donc là, j'ai refait la même chose. J'avais des bouteilles de cette solution que j'avais en stock.
déjà depuis 1 an, depuis 2 ans, et ça reste vraiment bon. Quand c'est à l'abri de l'air et de la lumière, on va dire, ça reste, on peut conserver ça très très longtemps. Et ça reste vivant. Et donc, j'ai pris un peu de cette bouteille, j'ai retrouvé, hop, j'ai mis sur mes mains, et je peux vous dire tout de suite, hein, quelques minutes ou 1 heure après, ils étaient vraiment beaucoup plus douces, beaucoup plus hydratés, ça rentre vraiment dans votre peau. Et ça fonctionne super bien, hein, bien mieux que beaucoup de crèmes hein, qui existent sur le marché, parce que les crèmes qui fonctionnent bien, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Et souvent, ceux qui fonctionnent bien, ils coûtent très cher et ils sont naturels, très naturels aussi souvent. Donc voilà, je voulais vous partager ça, parce que c'était nouveau, vous voyez, une solution toute simple. Hein. Vous prenez des céréales bio naturellement, préférence, parce que sinon, il n'y aura pas les bons micro-organismes qui vont se développer. Et vous faites cette fermentation et vous pouvez l'utiliser comme ça pour hydrater même vos mains. Et d'ailleurs, il y a des crèmes où ils mettent des choses comme ça à base de céréales. Hein, donc, ça existe. Hein. Mais quand on aime bien travailler dans le jardin, souvent on a besoin d'hydrater nos mains ou notre peau. Voilà. Et ça va très bien, donc pour revenir à la permaculture, ben, ça va très bien ensemble aussi avec les techniques d'électroculture et permaculture. On veut stimuler la vie aussi et les micro-organismes. Hein. Donc, c'est toutes des solutions naturelles qui vont travailler en symbiose, on va dire, ou en concert. Hein. Donc, l'un va stimuler l'autre, on va dire. Hein. Parce que si on apporte des micro-organismes, par exemple, ou qu'on stimule la vie en apportant du compost, par exemple, ben, s'il n'y a pas les forces de vie, ben, ils vont de nouveau mourir et 1 an après ou quelques mois après, ben, tous les micro-organismes seront de nouveau morts et la vie sera, et la compost aussi, vous voyez, la matière organique sera de nouveau diminuée. Mais s'il y a les forces de vie, ben, alors ils vont se multiplier. Alors c'est l'inverse. Alors il y en aura encore plus et encore plus et encore plus. Vous voyez? C'est un peu comme quand on met du basalte, ben après il y a plus de vers de terre et encore plus. Vous voyez? Donc sans apporter spécialement du ver de terre ou de la matière organique, non, c'est que ça va stimuler les forces de vie, où les plantes vont pousser encore plus et donc du coup il y aura encore plus de matière organique. C'est un cycle ascendant. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut renverser. Dans l'agriculture, il faut maintenant créer des cycles ascendants, hein, des cycles qui augmentent la matière organique, la vie, la vitalité, parce que là, on est trop dans des cycles qui tuent, hein, qui créent la mort et la maladie et tout ce qu'on veut. Hein. Et donc, du coup, ben, l'électroculture, on va dire, ça participe, parmi plein d'autres techniques, hein, mais ça participe à restimuler toutes ces forces de vie. Hein. Je parle d'électroculture comme je la pratique avec les antennes passives, avec les énergies naturelles. Hein. Je ne parle pas d'électroculture où on va mettre de l'électricité artificielle, des choses comme ça. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà. Bah, Stéphane doit nous laisser, mais c'est pas grave, tu pourras revoir ou resuivre la vidéo plus tard. Hein. Donc, elle est en rediffusion après hein, sur Facebook et sur YouTube pour tous ceux qui manquent, ou les vidéos précédentes sont aussi en rediffusion. Hein, vous les trouvez sur le compte YouTube et Facebook. Voilà, donc Louis-Émile Pierre, tous les médocs et autres sont du domaine de la nature. Médocs sont faits, bah oui, naturellement, hein, à la base, à l'origine, c'était tout de la nature. Et en général, je vous invite, quand vous avez un souci, vraiment, au lieu de prendre un médicament, regardez quel est le remède naturel ou la plante. Et vous verrez que souvent, bah, les plantes, ou le mélange de plantes, ou le remède naturel, bah, il fonctionne même beaucoup mieux que le médicament. Hein, et vous n'avez pas tous les effets secondaires. J'ai vu ça plusieurs fois avec mon épouse, les enfants, moi-même.
Par exemple, quand j'ai un rhume maintenant, des choses comme ça, moi, c'est ce qui marche le mieux, ce que je trouve, c'est tout ce qui est des abeilles, le miel. Le miel, c'est très puissant. Aussi pour guérir, j'ai un ami, il s'est guéri son pouce avec en mettant du miel. Ah, il s'était coupé son pouce très gravement. Ah, il a mis du miel, du miel, du miel. Et ça a super bien guéri. Et, euh, et le propolis aussi, hein. Et vraiment, le miel, parce que j'ai comparé aussi plusieurs miels, hein. J'avais plusieurs pots d'à droite à gauche. Et c'est le miel d'un ami qui était vraiment tout frais, hein, qui avait peut-être un mois ou deux, quelques mois, et qui venait de l'année. J'avais aussi du miel encore de l'année d'avant. Ben, il n'y avait plus l'énergie. On sentait tout de suite, pourtant, il n'était pas mauvais, hein, mais on sentait qu'il n'y avait plus d'effet. Donc, c'est vraiment aussi énergétique aussi, hein. Ah, le kéfir, ah oui, ça c'est très, très, très intéressant aussi, le kéfir, hein. Raphaël en parle, hein, du kéfir. Euh, bonsoir Hervé Gestin. Bonsoir le fou du roi. Bonsoir Sébastien Ornweg. Donc, merci beaucoup Yannick pour le conseil pour hydrater la peau des mains. Ouais. Moi aussi, j'ai mis les mains dans une terre argileuse durant des heures la semaine dernière et la peau de ma main droite était toute asséchée, craquelée. Je vais appliquer ton conseil de solution lactofermentée pour ma main droite. Oui, ben, tiens-nous au courant, hein, mets le commentaire, ton témoignage quand tu le fais. Donc, si vous n'avez pas la solution, ben, ça vous prend 2 jours, hein. Vous prenez de la farine, même du vieux pain, ça marche peut-être aussi, bio, ou des céréales bio, et vous mélangez, vous mettez dans un verre ou dans un seau, on va dire, et vous le remplissez d'eau, hein, pour comme ça, il est tout il est couvert d'eau. Et vous verrez, il y a des petites bulles qui vont apparaître, déjà peut-être après quelques heures, un jour, et vous mélangez encore une fois le lendemain, le surlendemain, donc 2 jours après, ben, vous avez la solution. Et alors là, si vous voulez arrêter donc le processus, il faut le filtrer, ou vous récupérez l'eau, ou vous rajoutez de l'eau. Ce que moi je fais, je rajoute de l'eau, et après j'enlève tout ce qui est matière solide par un filtre tout simplement, et je remplis des bouteilles avec. Ah, des bouteilles ou des fûts de 5, ou des bidons de 5 litres, vraiment remplis à ras-bord pour qu'il n'y ait pas d'oxygène. Parce que et alors vous voyez, alors vous verrez, vous pouvez le garder très longtemps. Alors vous le gardez à un endroit frais. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est quand vous faites la solution, ben, vous le mettez entre 20 25 degrés, on va dire. Mettez-le à l'intérieur de la maison ou dans cette saison, hein, ou près de votre chaudière, par exemple, où il fait bien chaud. Et vous verrez, alors ça fonctionne. Si c'est trop froid, ça fermentera pas, hein, donc il faut que ce soit assez chaud. Ah oui, et après, important, comment vérifier que c'est bon? Ben, à votre nez, si ça sent bon, c'est que c'est bon, c'est que c'est euh, les bons micro-organismes qui sont développés. Ça doit vraiment devenir un peu comme des odeurs, comme la lactofermentation, hein, comme une bonne choucroute ou comme un pain au levain, ou vous voyez, hein, des odeurs de ce type-là, hein. Donc ça acidifie aussi et ça fait des odeurs très frais comme ça et très, si ça sent le purin, alors c'est que c'est pas bon, hein. Si vous laissez ça plus longtemps, vous verrez que ça va après putrifier, hein. Donc les micro-organismes vont changer et alors là, ça c'est pas bon, hein, parce que au début c'est antioxydant, mais après si vous laissez une semaine ou deux, ben là ça va devenir oxydant, c'est l'inverse, hein. Et alors ça pue, alors ça sent le purin. Alors là, si vous mettez ça sur vos mains, je pense que votre mari ou votre épouse ne va pas vous toucher pendant quelque temps parce que ça ne va pas sentir bon, hein. Donc, il vaut mieux que ça sente bon naturellement et vous verrez, c'est très efficace. Ah, c'est vraiment, il y a des livres, hein, là-dessus aussi, hein, sur la fermentation des plantes et tout ça pour la fertilité.
Ça devient connu aussi maintenant. C'est vraiment très efficace, hein, je vous conseille. Donc, bonsoir merveilleuse Françoise. Bonsoir Nelly. Je pense que Nelly aussi avait participé un jour au stage électroculture. Ah, il y a déjà, c'était au tout début. Il y a déjà un petit temps de ça. Hein, donc, un ami a soigné les verrues de son petit-fils en utilisant l'eau de récupération de ses grains germés. Ah ben, vous voyez, d'alfalfa par exemple. Ah ben, vous voyez. Donc, ben, ça revient un peu. C'était que l'eau était aussi. Ouais, il faut aussi utiliser une eau de bonne qualité. Hein, donc une eau de source ou une eau qui est propre. N'utilisez pas l'eau qui sort du robinet à Paris, par exemple, hein, plein de chlore ou de machin. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Mais il faut utiliser une eau de bonne qualité. Parce que sinon, bah, si l'eau elle est remplie de chlore, par exemple, bah, alors elle va désinfecter, elle va tuer les bons microbes, les bons micro-organismes, et ça, c'est pas bon naturellement. Donc il faut une eau, ça peut être une eau de rivière, de pluie, de source, ou une eau filtrée peut-être. Euh, donc ça, c'est important. Il faut que la matière première soit de bonne qualité et que l'eau soit de bonne qualité. Et alors, vous pouvez faire un bon produit. C'est tout à fait logique. Donc, merci et bonsoir Yannick. Ah, bonsoir Raymond. Ouais, comme tu dis, tout est là, il faut le voir. Il faut apprendre à le voir. Ouais. Ouvrir son esprit. Bonne soirée. Géant, ce que tu fais, bah, merci beaucoup. Et Raphaël qui rigole. Voilà, voilà. Ben, je vais peut-être faire un peu plus court. Qu'on voit dans ma liste, il y a une question. Ouais, on avait parlé de l'antenne magnétique, de main sèche des micro-organismes. OK. Euh, Ah, oui, je veux vous partager une idée que j'ai eue, qui est toute simple, toute bête peut-être, hein. Mais s'il y en a d'entre vous qui ont des poules, un poulailler, euh, ben, souvent le problème dans les poulaillers, c'est les poux. Hein, quand il fait chaud, ils se développent très vite. Hein, donc les poux, c'est un petit insecte. Voilà, tous ceux qui ont un poulailler, un jour ou l'autre, ils découvrent, ils découvrent le problème des poux. C'est que c'est un petit insecte qui va sucer le sang des poules. Et après, la nuit, donc quand la poule va aller rentrer dans le poulailler, va se mettre sous le perchoir, et après, le petit insecte, hein, ce pou, il va descendre par les pattes sous le perchoir et il va aller dans le poulailler, aller se faufiler dans les fissures et faire des petits, se multiplier. Et après, ils reviennent, il est parti tout seul et il revient à 100 ou 1000 et il va de nouveau aller, hop, le matin ou la nuit, ben, les nouveaux poux, ils vont repasser sous le perchoir et remonter sur la poule. Et comme ça, la journée, ils sont sur la poule. Et après, le soir, hop, pareil, il a bien sucé le sang, il va à nouveau retourner dans sa cachette. Ben, après, on peut être vite envahi, ça fait comme une poussière et ça grouille, c'est tout des petits poux. Et si vous en avez, quand vous nettoyez le poulailler, que ça vous gratte, après ça gratte partout si vous en avez beaucoup. Il y en a ça peut gratter assez fort quand même. Et si vraiment l'infestation est trop grande, il y a même des poules qui peuvent même en mourir, hein, épuisées. Hein. Maintenant, si on nettoie régulièrement le poulailler et tout, on n'a pas trop de soucis. Il y en a, mais sans que ça pose problème. Après, on peut mettre des cendres, des terres de diatomée, des différentes solutions. Mais il y a quelque chose que j'aimerais tester. J'avais déjà testé, c'est du bicarbonate sur le perchoir. Ben, vous mettez ça coûte pas trop cher. Et les poux, parce que tous les poux,
Même si vous êtes affaissé dans tout le poulailler, ils auront tous passé, presque tous, par le perchoir. Ça, c'est l'autoroute du pou. Ah, vous voyez, parce qu'il doit monter et descendre de la poule, et c'est par le perchoir qu'il fait ça la nuit, quand la poule bouge pas trop, quand elle bouge pas. Et donc, mon idée, c'était de mettre, peut-être que les poules n'aiment pas le cuivre, un peu comme le varroa dans les ruches, hein, chez les abeilles. Quand on met là une bande de cuivre à l'entrée, bah ça peut régler complètement le problème du varroa et de beaucoup de problèmes bactériens, de maladies bactériennes et les problèmes donc du varroa. Maintenant, le varroa, c'est un acarien, c'est encore un autre type d'insecte. Mais peut-être que les poux n'aiment pas le cuivre non plus. Donc, c'est à tester. Si on serait plusieurs à tester ça, on pourrait voir des résultats et témoigner si on voit des résultats. Je vous invite donc sur le perchoir à mettre une bande de cuivre ou une peinture au cuivre ou des poussières de cuivre, à ce que vous voulez, du moment que c'est du cuivre, et de tester ça. Hein, ou de peut-être un morceau de tube, je ne sais pas, quelque chose pour que le pou il doit traverser le cuivre, vous voyez. Et donc, du coup, peut-être bah, s'il n'aime pas, ou si c'est toxique pour lui, ben alors ça peut peut-être être une solution, mais c'est à tester, voilà. Donc, vous voyez, ça coûte rien, ça coûte presque rien à faire. Et si ça marche, ben là, on a vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Hein, donc, euh, voilà, une petite astuce à essayer. Mais peut-être ça peut donner d'autres idées. Hein. Peut-être qu'on va trouver une autre substance, tout ça. Peut-être qu'il y a une plante qui a cet effet-là aussi. Hein. Bah, il paraît l'absinthe, il paraît que c'est très bon. On met la plante, des branches d'absinthe dans le poulailler. Il paraît que c'est très bon aussi contre les poux. J'ai pas encore essayé, mais j'ai de l'absinthe qui pousse chez moi. J'ai déjà remarqué que l'absinthe peut soigner les poules de la maladie de Marek et qui est normalement insoignable. Normalement, les poules y meurent de ça et qu'avec l'absinthe, moi, j'ai déjà pu guérir des poules de cette maladie et aussi la coccidose. Hein. Donc, c'est deux maladies courantes chez les poules. Ben avec l'absinthe, vraiment, ça fonctionne aussi très bien contre ces maladies. Hein. Pas à 100% toujours, mais j'ai déjà eu quand même des super bons résultats. Parce que d'habitude, s'ils attrapent la coccidose ou la maladie de Marek, ils sont condamnés, ils meurent, hein, en général. Mais avec l'absinthe, moi je mets un peu d'absinthe dans leur eau de boisson et ça fonctionne très bien. Hein, et aussi dans leur nourriture, je mets un peu des morceaux de feuilles d'absinthe et ils le mangent et ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. N'hésitez pas à partager vos résultats, vos témoignages sur vos semis, parce qu'on est à la saison des semis, là, à l'intérieur, dans des bacs ou tout ce que vous voulez, ou en serre. N'hésitez pas à partager vos résultats. Et aussi, là, ceux qui veulent expérimenter le cuivre là, dans le poulailler, n'hésitez pas à partager vos résultats ou astuces. Voilà. Ben, merci à vous et voilà, au plaisir, au prochain live la semaine prochaine. Merci, à bientôt, au revoir.